Bonjour à vous, camarades et citoyens. Bonjour à vous, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez important au sein de l'extrême gauche, qui est celui de l'autogestion et des nationalisations. En fait, on va parler de la collectivisation et de ces deux grandes modalités, on va dire, qui sont les mots d'ordre de nationalisation et d'autogestion. Et on va expliquer pourquoi, par exemple, je suis pour et contre l'autogestion. Pourquoi je suis pour et contre l'autogestion. Comment on applique, entre guillemets, l'autogestion. Quelles sont ses limites. Quelles sont ses formes. Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par nationalisation. Quelles sont ses formes. Quelles sont, entre guillemets, ses limites aussi. Quelle est leur relation entre nationalisation et autogestion. En quoi la nationalisation diffère de l'étatisation. Ce genre de problématique-là, en fait. Et en quoi c'est des formes de collectivisme adaptées à diverses échelles. Alors, pourquoi je suis à la fois pour et contre l'autogestion ? Alors, l'idée d'autogestion, l'idée de gestion d'une entreprise par ses travailleurs elle-même, je suis pour son principe. Mais, si vous voulez, dans son application pure, ça ne s'applique qu'à petite échelle. Le niveau de coordination nécessaire pour que ça s'applique réellement fait que, à une certaine échelle, c'est mieux que ce soit l'État qui s'en charge, en termes de capacité administrative, capacité de coordination, logistique, de financement. Et dans un cas, vous avez... Dans un des cas, vous avez la capacité d'instaurer des nationalisations via le politique. Dans l'autre, vous avez un développement progressif parce que la nature, on va dire entre guillemets morcelée d'un système autogestionnaire avec une forme de réseau de coopératives fait que c'est pas vraiment d'un seul bloc, si vous voulez. Et du coup, si quelqu'un qui refuse l'action de l'État, il peut difficilement agir, en fait. En fait, une organisation collective de l'économie nécessite une coordination, et donc l'État, l'intervention de l'État. Donc, je suis pour l'autogestion dans son principe, mais contre dans la vision naïve de son application pratique. Si vous voulez. Donc, il y a cela à prendre en compte. Parce que parmi les gens qui se revendiquent un peu trop de l'autogestion et qui font n'importe quoi, il y a d'un côté les anards, qui font n'importe quoi à toute échelle, au niveau de l'échelle économique et politique, puisqu'ils ne comprennent pas que leur système, que ça soit en économie ou que ça soit en politique, consiste à se faire écraser par les capitalistes, par les libéraux, par les réactionnaires, à plat de couture. En fait, vous faites les anards, c'est les mecs qui font en sorte que la gauche se fasse écraser par le bulldozer de la réaction. Ils voudront tout décentraliser, s'organiser en communes, et ça, la décentralisation absolue, la décentralisation même parfois tout court, c'est synonyme de capitulation face aux forces réactionnaires. C'est synonyme de désorganisation, d'absence de coordination dans la pratique. Ce genre de mot d'ordre d'autogestion généralisée, ça conduit à être l'idiot utile de l'économie de marché. Parce que hors du champ de l'État, hors du champ de la planification de l'État, de régulation ou de planification, d'intervention de l'État, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la domination d'un système marchand. Et à moins d'une victoire complète sur le capitalisme, et même avec une victoire complète sur le capitalisme, vous avez le potentiel d'un retour à des logiques de libre concurrence, donc de logiques de capitalisme et de privatisation. Surtout que, quelque part, entre guillemets, les coopératives ont ce site spécial, c'est qu'elles sont à mi-chemin entre la propriété privée et la propriété publique.
elles ne sont pas une propriété d'État, mais une propriété collective. Elles ne sont pas une propriété d'État, mais elles sont malgré tout une propriété collective. Donc elles sont à la fois quelque part dans la logique du privé, au sens où elles ne sont pas des acteurs étatiques, mais aussi dans une logique publique parce qu'elles échappent à la propriété privée capitaliste. Mais si on laisse un système marchand dominer un certain niveau, eh bien, ce qu'il y avait de propriété collective finit par disparaître. Le socialisme repose, le socialisme, le communisme, le socialisme ou le communisme repose sur l'intervention de l'État. Du social-démocrate le plus modéré au communiste le plus radical, quand on est réaliste, on se rend compte que sans l'intervention de l'État, rien ne se passe. Que ce soit pour des petites réformes améliorant un peu le sort des travailleurs, ou pour une transformation sociale d'envergure, mais il faut l'action de l'État. Alors, il faut l'action de l'État. Et donc, il faut nationaliser. Il faut nationaliser. Donc, cela nécessite l'intervention de l'État et l'accaparement par l'État des grands moyens de production et d'échange. Ce qui ne peut pas se faire selon un modèle coopératif. En fait, les grandes entreprises et un certain nombre de secteurs stratégiques nécessitent en fait d'être contrôlés directement par l'État et non pas simplement par les salariés au niveau local, mais par l'ensemble, par un ensemble qui est l'État. Et en l'occurrence, il s'agit plutôt de la nation. Je m'explique. La nationalisation passe certes par l'étatisation, puisqu'il y a une propriété d'État, mais n'est pas que l'étatisation. Si vous voulez, le fait qu'il y ait une propriété de l'État ne signifie pas que cette propriété ne sera gérée que par l'État et elle n'exclut pas d'autres acteurs à la base. Elle n'exclut pas l'existence, par exemple, d'une gestion par les collectivités territoriales ou par, je ne sais pas, par exemple, l'existence à la base de comités d'entreprise au sein des entreprises concernées, coopératives ou entreprises d'État. On peut avoir très bien un contrôle par la base avec l'institution de comités d'entreprise ou à un niveau plus général, plus étendu que ces comités d'entreprise, d'avoir un groupement professionnel d'inspiration syndicale et même, entre guillemets, on va dire néo-syndical, puisque un renouvellement du syndicalisme bien plus radical, qui correspond grosso modo au projet du syndicalisme révolutionnaire d'appropriation des moyens de production par les travailleurs, qui serait d'avoir des syndicats qui contrôlent les moyens de production. Pas à la place de l'État, mais avec l'État, si vous voulez, d'avoir des syndicats qui permettent aux travailleurs de se coordonner, que les petits comités d'entreprise au niveau local, en interne des entreprises, élus en interne des entreprises, se coordonnent entre eux et qu'on ait une forme de parlement collectif du travailleur à l'échelle nationale grâce aux syndicats. C'est tout à fait possible de coordonner ça, d'avoir à la fois une action de l'État, une action des collectivités territoriales, donc des départements et des communes, en l'occurrence à l'échelle plutôt des départements et dans une certaine mesure, à titre consultatif, celle des communes, puisque le département permet de coordonner un ensemble d'activités qui dépassent le stade des communes. Hein. Vous avez des trucs qui peuvent se trouver entre les communes, toute la question de l'intercommunalité, pour certaines activités. Mais voilà, vous pouvez avoir ça n'exclut pas qu'il y ait des entreprises qui appartiennent directement aux travailleurs par les coopératives. Ça n'exclut pas des groupements de travailleurs qui contrôleraient ces moyens de production en coordination avec l'État. Hein, ça peut être nationalisé, mais géré par les travailleurs. Ça peut être à la fois l'État et les travailleurs. Ce n'est pas forcément que les fonctionnaires d'État qui gèrent cette économie. C'est pas parce qu'il y a une propriété d'État qu'il ne peut pas y avoir des groupements de travailleurs à la base qui contrôlent démocratiquement l'outil de production.
des comités d'entreprise, une organisation de type syndical, les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle à la base. Alors, sans compter qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle et qu'avec le développement de l'économie, avec de la technologie numérique, on pourrait très bien avoir une économie socialiste qui soit dans la continuité de projets malheureusement tombés à l'abandon, qui sont les projets OGAS en Union soviétique et les projets CyberSyn au Chili. Rappelons les faits. Il y avait le projet OGAS en Union soviétique qui n'a pas été mené à bout parce que qui n'a pas été vraiment mené parce qu'il y avait la nomenclature soviétique qui ne voulait pas ou qui traînait des pieds. Et on avait le projet CyberSyn au Chili qui a été interrompu puisque Pinochet a renversé Allende. Donc le projet de relier les entreprises nationales entre elles et d'avoir des entreprises interconnectées grâce au numérique est tombé à l'eau avec le régime de Allende, renversé par Pinochet. Mais du coup, on peut avoir cette opportunité d'avoir une économie reposant sur une planification démocratique par plusieurs mécanismes. On peut très bien avoir une économie nationalisée qui fonctionne avec plusieurs types de planification, qui soit d'un côté une planification centrale pour certaines ressources, pour certains secteurs stratégiques notamment, et de planification locale pour tout ce qui est biens de consommation, ressources secteurs moins stratégiques si vous voulez. Ça, c'est pas incompatible. On peut très bien avoir ce genre de choses. Donc en fait, parce que quand on parle de la nation, il y a des gens qui vont penser que c'est l'État et qui vont limiter leur pensée à c'est l'État. C'est aussi l'ensemble de l'administration publique, incluant l'État et les collectivités territoriales, et l'ensemble de la population qui forme la nation. Donc quand on nationalise, on donne l'instrument de production à la nation, au sens propre, ce qui n'est pas que l'État. Même s'il faut qu'il y ait État pour qu'il y ait effectivement nation de façon cohérente. Dans cette continuité, si vous voulez, il nous faut penser un socialisme douanier. L'une des grandes bêtises des autogestionnaires, c'est, si vous voulez, de ne pas penser... C'est pas simplement de ne pas penser correctement la propriété collective, mais de ne même pas savoir penser la mondialisation. Vous savez, la mondialisation et les logiques de libre-échange qui sont nuisibles aux travailleurs, de libre concurrence qui sont nuisibles aux travailleurs. C'est ce qui se passe avec les anards qui veulent l'abolition des frontières et qui ne comprennent même pas que c'est exactement ce que le capital a mis en place avec l'Union européenne, par exemple, et diverses institutions supranationales. L'ALENA en Amérique du Nord, par exemple l'ALENA en Amérique du Nord. Vous pouvez aussi avoir le TAFTA et le CETA avec le Canada et les États-Unis, différents traités de libre-échange qui sont une abolition des frontières au niveau commercial, pas vraiment l'abolition des frontières que veulent les anards, mais pour illustrer la position d'idiot utile des anarchistes vis-à-vis des libéraux, on voit bien qu'ils n'ont rien d'anticapitaliste, ces gestionnaires-là. On a la même chose quelque part avec Monsieur Tito en Yougoslavie, ce même Tito qui, par ailleurs, emprisonnait des communistes en les envoyant à Goliotok, donc un goulag où il envoyait les staliniens, effectivement les communistes pro-Staline et pro-URSS, mais du coup, et en agissant comme un tyran qui envoyait des gens au goulag, puisque le Goliotok, c'est exactement ce que certains reprochent aux staliniens, ou entre guillemets staliniens, qui est un goulag, ou dans lesquels Tito envoyait les communistes. Tito, qui par ailleurs, notre ami Tito, c'est ironique quand je dis notre ami, Tito l'autogestionnaire, c'est celui qui ouvrait son pays aux investissements américains, au marché américain, qui laissait
l'économie de son pays se faire cannibaliser par les États-Unis d'Amérique. Se faire, voilà, au nom du non-alignement vis-à-vis de l'URSS, en fait, en réalité, il s'alignait sur des intérêts américains et il laissait des investisseurs américains investir dans des coopératives yougoslaves. Investir, ça veut dire acheter, ça veut dire cannibaliser de l'intérieur, privatiser de l'intérieur son système de coopérative qu'il a fait fonctionner sur un système de marché. Et vive l'autogestion, on va réintroduire le capitalisme. Vous vous rendez compte ? Il n'avait pas su penser réellement le problème de la mondialisation. Alors, on ne peut pas parler de mondialisation de la même façon dans un monde qui n'est pas le monde unipolaire, le contexte de la guerre froide, parce que c'est le monde unipolaire dominé par les États-Unis, c'est le contexte post-guerre froide. Mais on a quelqu'un qui, en s'alignant sur le monde atlantiste, sur un logiciel plus ou moins atlantiste, un logiciel idéologique anti-Union soviétique, au nom d'un socialisme, entre guillemets, autogestionnaire, a en réalité trahi le socialisme. De la même façon, dans son système, comme dans un système anar, il n'a pas pensé la question de rapport entre institution et économie, entre organisation et économie. Il y avait aussi potentiellement, dans un tel système, potentiellement d'autogestion, vous pouvez avoir au nom de la lutte contre la bureaucratie d'État, en réalité une bureaucratie des conseils ouvriers qui se superposent les uns sur les autres. En fait, j'aime pas trop ce terme bureaucratie parce qu'il peut être employé à toutes les sauces pour désigner toute forme d'organisation plus ou moins sophistiquée, en critiquant comme antidémocratique ou élitiste ou autoritaire le fait qu'il y ait des institutions et une organisation plus ou moins élaborées. Les mecs qui vous parlent sans arrêt de bureaucratie, c'est limite des mecs qui veulent vous faire retourner à un système tribal ou qui sont limite ANCAP, ou minarchistes ou ultralibéraux, ou des trotskistes ou des anarchistes. Mais j'ai envie de dire, dans une certaine mesure, quand on regarde certaines des dérives des trotskistes et des anarchistes, ou même des maoïstes, on n'est pas étonné qu'ils finissent au MEDEF. Alors, pareil avec la CFDT et le Parti Socialiste Unifié, qui, justement, au nom de l'autogestion, sont devenus plus tard des néolibéraux. Quand vous résumez par le collectivisme par l'autogestion et que vous refusez de penser la question de la nation, des nationalisations et du protectionnisme, vous finissez nécessairement du côté des macronistes, des libéraux, des thatcheriens et des réganiens. Donc voilà, il faut quand même s'en rendre compte. Moi, si vous voulez, en termes de socialisme, de communisme, de collectivisme, je suis sur une approche assez hétérodoxe. J'emprunte à plusieurs courants. Ouvertement, j'emprunte à la fois au marxisme-léninisme, à la pensée jaurésienne et à la pensée des léonistes. J'emprunte à la fois au modèle soviétique, dans lequel vous aviez une collectivisation d'État, certes, mais vous aviez aussi des kolkhozes. La différence entre un sovkhoze et un kolkhoze, c'est que le sovkhoze est une ferme d'État et que le kolkhoze est une ferme collective, une coopérative. Alors, effectivement, peut-être qu'il y avait, en réalité, une certaine suggestion des coopératives agricoles à l'État. Et qu'il aurait fallu une plus grande indépendance ou autonomie des coopératives agricoles vis-à-vis de l'État, et peut-être un marché paysan parce que peut-être que c'était pas adapté, ou qu'il aurait fallu une planification locale, par exemple. On aurait pu penser à envisager un plan décentralisé. Toujours est-il que ceux qui critiquent la nationalisation en citant l'Union soviétique ont tort. Déjà parce que l'Union soviétique a permis à un pays profondément rural, agraire, semi-féodal, de devenir une superpuissance industrielle, de résister aux armées nazies, de l'Allemagne nazie et du Japon fasciste impérial, le Japon Showa, donc a mené une guerre sur plusieurs fronts,
qu'il a réussi à améliorer le niveau de vie de sa population en termes d'éducation, de santé, de logement, malgré effectivement aussi des choses qui ont été des échecs, qu'il a permis tout un tas de progrès, d'envoyer avant les Américains une fusée dans l'espace, d'avoir des engins spatiaux dans l'espace à plusieurs reprises. Hein, premier être vivant dans l'espace, premier engin spatiaux dans l'espace, premier satellite. Ce n'est pas rien. Hein. L'Union soviétique a été une grande puissance technologique et même a pu dépasser un temps les États-Unis dans la conquête spatiale. Enfin, ils les ont même dépassés dans la conquête spatiale, mais le monde a retenu le fait que les Américains aient marché sur la Lune les premiers. Ils ont envoyé des engins photographier la face des engins dans l'espace avant les soviétiques, et ils ont fait des tas de choses. Si on regarde, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur la conquête spatiale et l'URSS. Voilà, donc il faudrait avoir une vision plus fine de la critique de l'URSS sur le plan économique. Pas que tout était parfait, mais qu'il y a quand même des réalisations importantes. Et l'une des choses qui a détruit l'économie soviétique, c'est en réalité la rente pétrolière sous Brejnev. Hein, Brejnev qui était plutôt pas très fut-fut. Il y a aussi des causes politiques comme le manque de démocratie politique, ce qui fait qu'on a des gens comme Brejnev qui font n'importe quoi. Hein. Donc on a quoi d'autre? Ben, moi j'ai des inspirations jaurésiennes. Jaurès qui disait que il faut à la fois qu'il faut collectiviser les moyens de production, qu'il faut, pour certains, pour Jaurès, il faut que, pour Jaurès, très clairement, il faut que certains moyens de production soient nationalisés, d'autres socialisés, coopérativisés, socialisés sous forme coopérative, et d'autres municipalisés. Donc qu'il y ait des choses qui soient sous le contrôle des collectivités territoriales au niveau communal, au niveau des villes, au niveau voilà. Donc j'ai quand même cette inspiration là. Hein, l'idée de planification locale, je l'ai repêchée ici. J'ai repris plutôt à l'échelle des départements. Et accessoirement, Jaurès parlait aussi de groupement professionnel. Quand il parlait de nationalisation, il disait que ça ne se réduisait pas à l'État pour lui. Ça ne se réduisait pas à un socialisme d'État qui lui semblait social-démocrate, et pour lui, les coopératives risquaient de se mettre en concurrence dans un système basé uniquement sur les coopératives ouvrières, ça risquerait de reproduire les mécanismes de concurrence du capitalisme. Donc il y avait plusieurs échelles qui étaient combinées chez Jaurès. Et une inspiration de De Leon, qui est un marxiste syndicaliste révolutionnaire, qui justement voulait confier les moyens de production aux syndicats. Alors pour moi, on ne peut pas confier tous les moyens de production aux syndicats. Ce serait stupide. Quoique les anards les plus cohérents, c'est les anarcho-syndicalistes, par rapport aux anards qui veulent juste des communes, autogérées, machin truc. Au moins, il y a une structure. Bon, alors, De Leon, dans les syndicalistes révolutionnaires, vous avez des gens qui sont anards. Ça, c'est les plus connus. Ils sont un peu trop connus parmi les syndicalistes révolutionnaires. Hein, des gens qui vous disent « Ah bah l'État, vive les syndicats qui posséderont les moyens de production à la place du capitalisme », et qui disent que grosso modo les syndicats pourraient avoir les fonctions de l'État, ce qui est faux. Et vous avez d'un autre côté, c'est moins connu, un syndicalisme révolutionnaire qui est marxiste, qui est celui de quelqu'un comme Daniel De Leon, qui est un marxiste américain. Ça existait, les marxistes américains. Daniel De Leon, c'est le fondateur du Socialist Labour Party. Et son projet, c'était d'avoir un parti qui représente les syndicats au Parlement, et avec l'action des syndicats, comme l'IWW, collectiviser les moyens de production et transformer le Congrès des États-Unis en un congrès des syndicats qui contrôlerait les moyens de production et dont les délégués seraient soumis à mandat révocatoire. Donc les députés seraient dans le système de De Leon, un congrès des États-Unis, seraient des délégués syndicaux qui contrôleraient les moyens de production. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout chez De Leon, mais il n'empêche que l'idée d'une démocratie des travailleurs via les syndicats n'est pas entièrement idiote. Les syndicats sont au plus proche des conditions de travail des ouvriers,
sur une instance de démocratie sur le lieu de travail qui peut être utile dans un système socialiste. Alors on ne peut pas résumer cette démocratie sur le lieu de travail par le syndicalisme, mais force est de constater que c'est une organisation de masse qui a une place légitime dans la façon dont on envisage l'organisation d'une économie socialiste. Une économie collectiviste, communiste, si vous voulez. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir conjuguer nationalisation et autogestion. Vouloir faire un absolu de l'autogestion, c'est complètement stupide. Vouloir tout nationaliser, il y a des limites à la capacité de l'État à être partout à la fois. Si vous voulez, l'économie dans une approche socialiste, collectiviste, communiste, ce n'est ni le tout État, ni le retrait de l'État. C'est-à-dire que c'est un État très très interventionniste. C'est l'État qui gère l'économie nationale, qui donne les grandes directions de l'économie nationale. Mais il y a d'autres acteurs sociaux à la base, qui ne sont pas forcément... Quand on parle d'acteurs non étatiques, on ne parle pas forcément... Déjà, quand je parle d'État, au sens stricto sensu, je parle de l'État central. Pas forcément des collectivités territoriales qui sont de l'ordre de l'administration publique. Mais le fait qu'il y ait... l'État est... Sans l'intervention de l'État, vous n'avez pas de socialiste, de communiste, de collectiviste, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas non plus le tout État où tout est l'État. Ça, c'est impossible. C'est très difficile à mettre en place. Mais c'est l'État plus des acteurs sociaux à la base qui développent le socialisme, le communisme, le collectivisme. Donc ces acteurs sociaux sont variés. Ça peut être les collectivités territoriales, donc ça fait partie entre guillemets de l'État, ou ça fait partie de ce qu'on appelle l'administration publique, les départements et les communes. Donc ça, c'est les collectivités territoriales, les syndicats, les coopératives et les comités d'entreprise. Là, vous avez d'autres acteurs sociaux qui permettent la création d'une économie collective. Donc l'État, qui donne les grandes orientations, qui planifie centralement un certain nombre de choses. Les collectivités territoriales qui planifient localement un certain nombre de choses. Les coopératives dans lesquelles, contrairement aux entreprises d'État, eh bien, au secteur nationalisé, eh bien, là, les moyens de production appartiennent directement aux travailleurs. Les syndicats, qui sont une forme de parlement collectif des travailleurs, coordonnant les comités d'entreprise. Comités d'entreprise permettant la démocratie sur le lieu de travail par l'élection de représentants des ouvriers, des techniciens, de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient simples ouvriers ou qu'ils aient un poste de technicien, mais qui fait en sorte qu'il y a une démocratie sur le lieu de travail dans laquelle ceux qui contrôlent l'outil de production, c'est les travailleurs par le biais d'élections de représentants. Parce que pour se coordonner à une certaine échelle, il faut qu'il y ait un système organisé avec des représentants, des assemblées générales, etc. Mais l'élection de comités d'entreprise, élus par les travailleurs, responsables devant les travailleurs, qui contrôlent localement les moyens de production et qui sont coordonnés au niveau national par les syndicats. D'où l'idée de penser la nation quand même dans un système autogestionnaire. Alors, on a parlé de la dénationalisation, on a dit qu'ils avaient des limites. Mais il y a aussi des limites entre nationalisation et nationalisation. Par exemple, vous avez pas une seule forme de nationalisation. De la même façon que la nationalisation, c'est pas que l'étatisation, qu'il peut y avoir du contrôle à la base, eh bien, la nationalisation, c'est pas que des entreprises d'État, c'est aussi du monopole public. Vous avez d'un côté nationalisation ou étatisation, vous avez d'un côté des choses qui sont de l'ordre du strict monopole public et qui ont une mission de service public, monopole sur l'armement, l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation, par exemple. Quoique l'énergie, si on vend notre électricité, voilà, c'est autre chose. Et d'un autre côté, des entreprises d'État qui, elles, font des recettes, entre guillemets, du profit, sans que ça soit qualifié de profit dans un sens
Capitaliste, vous m'entendez, hein, il ne s'agit pas d'exploitation, puisque ceux qui profitent de ces richesses, c'est l'ensemble de la nation. Et dans lesquelles vous avez, eh bien, par exemple, vocation à l'exportation. On n'a pas vocation à exporter des choses... comment dire? Il y a des secteurs publics, il y a des secteurs dans une économie où des entreprises, il y a un certain nombre de secteurs de moyens de production et d'échange sont nationalisés. Vous avez une part qui est nationalisée strictement pour le monopole public, l'eau, l'énergie, pour servir la nation au sens strict, servir directement la nation, et d'autres qui sont des entreprises d'État. Et les entreprises d'État, eh bien, elles font des chiffres, entre guillemets, et elles rapportent des recettes à l'État. Elles rapportent des recettes aux exportations. Voilà. Et donc, les grandes entreprises sont nationalisées, et ce sont des entreprises d'État, mais vous avez un certain nombre de secteurs qui, eux, sont de l'ordre du monopole public, et en mission de servir directement la nation, sans que ça soit pour des raisons forcément lucratives. Par exemple, l'eau, le but, c'est pas d'en faire une marchandise. L'énergie, le but, c'est plutôt d'en faire un bien pour l'ensemble des citoyens, quoique on peut vouloir, par exemple, vendre notre électricité aux Allemands et la vendre suffisamment cher pour pas qu'ils nous cassent les pieds en nous disant qu'on devrait se passer de nucléaire, alors que ça serait forcément les centrales à charbon, et que eux, s'ils font eh bien, du solaire et de l'éolien, c'est parce quand ils ont le luxe, ça ils le font quand ils ont le luxe de nous acheter notre nucléaire, hein, de nous faire des leçons avec ces écolos en carton que sont les Verts, les Grünen chez les Allemands. Hein. Parce qu'il faut savoir que le Europe Écologie Les Verts, c'est un lobby allemand. C'est un lobby allemand anti-français. Et c'est un lobby allemand francophobe. Je ne vais pas faire de vanne sur le fait que sur les Allemands en disant je connais cette théorie et que quoi, c'est d'anciens Nasbrock. Mais si vous voulez, c'est quand même un lobby allemand, hein, les Verts. Un lobby anti-nucléaire. Et donc, le fait de faire payer très cher aux Allemands notre électricité pour qu'ils ne nous cassent plus les pieds avec le fait que nous, on utiliserait le nucléaire et que ça polluerait, alors qu'en fait, en réalité, ce qui pollue, ce serait d'utiliser des centrales à charbon parce que pour que l'éolienne fonctionne, il faut avoir du vent, et que pour qu'il y ait du solaire qui fonctionne, il faut éviter de le mettre en Bretagne ou en Normandie quand ça pleut un peu trop. Si vous voulez, quand il pleut dans certaines régions très pluvieuses comme la Bretagne ou la Normandie, vous allez avoir moins de soleil que, je sais pas, en Occitanie ou en région PACA. Grosso modo, hein, je ne résume pas ça, mais voilà. Et donc, voilà. Et vous imaginez pas le niveau de gaz à effet de serre des centrales à charbon, le rejet de CO2 des centrales à charbon, ouais, c'est pas terrible. Et on compter des résidus de thorium, il me semble aussi, des résidus qu'il peut y avoir parfois des résidus radioactifs dans certains morceaux de charbon, dans certains cas, au niveau des centrales à charbon, de forte concentration. J'ai cru comprendre. Bon. Mais voilà, le but, il y aura des ressources à exporter et des ressources des ressources d'État qui seront à exporter pour avoir des recettes et financer les services publics, financer des projets de développement pour la population, et des secteurs nationalisés qui seront juste des monopoles publics permettant de garantir l'intérêt national. L'armement, par exemple. Notre armement, on l'utilisera, par exemple, pour se défendre, plutôt que plutôt que faire un peu trop d'affaires avec des gens louches dans certains pays qui sont des pétromonarchies, par exemple, ou que ça tombe dans les mains d'islamistes et qu'on se retrouve à en payer les pots cassés. Mais voilà, grosso modo, il faut quand même expliquer les formes juridiques que pourraient prendre les nationalisations, qui pourraient être des formes purement de nationalisation au sens d'entreprise d'État ou de monopole public stratégique sur un certain nombre de secteurs utiles à la nation, avec toutes les nuances entre les deux qui vont, bien sûr. Voilà. Ah, j'insiste aussi, si on veut penser la nation et qu'on veut mettre ça en relation avec les nationalisations,
il faut aussi penser à un socialisme douanier, comme le pensait, selon la vision jaurésienne, en fait. Hein, Jaurès, c'est pas un gentil sosdem néolibéral comme le PS. Jaurès, c'est quelqu'un qui était collectiviste et qui pensait l'idée d'un protectionnisme économique et d'un monopole d'État des importations, exportations, sur les questions, par exemple, d'importation des grains ou d'exportation des grains. Sur le commerce du grain, par exemple, sur un certain nombre de questions liées aux échanges commerciaux, non seulement il était pour l'érection de barrières douanières, Jaurès, mais il était pour qu'on crée des monopoles publics sur des questions commerciales, en fait. Des monopoles publics qui permettent, par exemple, aux agriculteurs de mieux vivre de leur travail et aux ouvriers de pouvoir acheter moins cher les marchandises issues de l'agriculture, que les problèmes liés à la concurrence ne nuisent ni aux agriculteurs ni aux ouvriers, que les ouvriers puissent avoir de la bouffe pas trop chère et que les agriculteurs puissent néanmoins être bien rémunérés au juste prix de leur travail. Donc c'est intéressant de penser aussi la question des frontières en pensant à Jaurès. Voilà, donc j'ai pensé à faire un peu cette vidéo sur cette question-là, sur laquelle je dis qu'il faut un peu de nuance sur la question de nationalisation et d'autogestion, raison pour laquelle je vais décrire mon positionnement sur ce qui doit revenir à l'État ou à des collectifs autogérés, qui seraient des coopératives. On va faire pas secteur par secteur, mais niveau par niveau. Alors, premièrement, il y a des choses qui sont de l'ordre du service public, comme l'école, la santé, les services publics, tout ce qui est service public, sécurité sociale, protection de la vieillesse, protection maladie, protection vis-à-vis des blessures, tout ce qui est instruction publique, tout ce qui est ce qu'on appelle éducation nationale, enseignement supérieur, y compris, tout ce qui est santé, médicaments, une fourniture en médicaments, tout ce qui est services de santé, hôpitaux, ça doit être entièrement public. Il doit y avoir un service public complet, entièrement public. Il doit y avoir un service. Il y a des choses qui sont de l'ordre du service public et qui ne doivent tolérer aucune privatisation, quelle qu'elle soit. L'État a une mission sociale. Il y a aussi les monopoles publics. Il y en a qui sont considérés de nature stratégique, l'énergie, l'armement, les transports, enfin le rail, tout ce qui est. On pourrait étendre ça aux aéroports. J'étendrais même ça, dans une certaine mesure, à l'agroalimentaire, avec une décentralisation au niveau des départements, pour avoir une gestion plus efficace, plus en lien avec les réalités locales, quant aux réalités de terrain. Mais ça peut rester un monopole public. Ça peut être un monopole public géré par les départements, il n'y a pas de problème. Un certain nombre de secteurs doivent être des monopoles publics. Voilà. Donc nationalisé, service public, monopole public, ça doit être nationalisé. Puis vous avez toutes les grandes entreprises qui doivent être nationalisées, sachant que les coopératives à l'échelle des grandes entreprises, ça ne fonctionne pas trop. Pour ce qui est des ETI, vous avez un mixte à faire entre nationalisation et autogestion coopérative, si vous voulez. Pour ce qui est ETI, il y a des secteurs stratégiques qui sont non seulement doivent être nationalisés parce que justement stratégiques, mais parce qu'ils demandent aussi de l'investissement, de la coordination que seul un État peut fournir et que des réseaux de coopératives ne peuvent pas fournir. Au niveau des autres ETI, vous pouvez avoir des secteurs, je sais pas, le textile par exemple, qui peuvent très bien fonctionner en réseau de coopératives. Pas une petite coopérative dans ce cas, mais des réseaux de coopératives qui se coordonneraient. Quant au niveau des PME, on doit envisager un développement des coopératives qui remplacent progressivement les entreprises privées capitalistes.
Voilà. Quant aux TPE, très petites entreprises, eh bien pour les TPE, ce qu'on appelle parfois micro-entreprises, ben en fait, vive l'autogestion, mais comment dire, vivent aussi les entreprises familiales et indépendantes. Vous avez au niveau des TPE, très bien, bienvenue pour les coopératives, mais par exemple, quand vous avez un boulanger et son employé qui ont à peu près le même salaire, qu'il n'y a pas vraiment de rapport d'exploitation entre les deux, voilà, ou un plombier, vous n'avez pas collectivisé un plombier, surtout s'il travaille tout seul en fait. Se pose la question du travail détaché et de l'auto-exploitation. Elle pourrait en grande partie être résolue au niveau macroéconomique avec le fait qu'il n'est plus dans un cadre néolibéral, ce petit plombier, et que les gens ont moyen voilà, qu'il y a un niveau global de l'économie qui permette une augmentation du niveau de vie. On puisse envisager une réglementation du travail, des tas de choses pour les travailleurs indépendants, y compris la syndicalisation, des tas de choses. Mais sur des petites échelles, installer un comité d'entreprise où il y a 2-3 personnes, ça risque d'être pas vraiment être un comité d'entreprise au sens propre. L'autogestion dans laquelle la personne elle est seule, c'est vrai que ça fait un peu doublon quelque part. Parce qu'un type qui est tout seul et qui travaille en indépendant, il est autogéré. Quand une entreprise familiale où c'est le père de famille, son épouse et les 3 gamins, étant donné qu'ils partagent un peu les profits au sein de la famille, voilà. Après, vous avez aussi effectivement ce qu'on appelle les apprentis. Vous avez des petites entreprises dans lesquelles il n'y a pas grosse différence de salaire. Et en Union soviétique, ce type d'économie privée, à petite échelle, elles étaient autorisées. Les petites boulangeries, elles n'étaient pas interdites en Union soviétique, les petites boulangeries privées. Loin de là. Il y avait des petits commerces, des petits artisans, des petits commerçants. Il y en avait en Union soviétique. Faut se rendre compte. Tout comme le fait que je ne vais pas interdire aux gens de posséder leur jardin. Ce serait stupide pour l'autoconsommation ou même pour vendre au marché paysans du coin leur production. Comme je n'ai pas à être contre les petits paysans. C'est plutôt la grande propriété paysanne quand il y a des ouvriers agricoles. Vous voyez, nous, on envisage la propriété en tant que communiste selon un rapport social, soit un rapport d'exploitation entre l'ouvrier et son patron. Donc en fait, quand vous exploitez personne, c'est pas vraiment le même rapport à la propriété. Voilà, vous avez, pour tout ce qui est très petites entreprises, vous n'avez pas vraiment les mêmes logiques qui s'appliquent sur l'autogestion et la nationalisation. Déjà, vous n'avez pas de nationalisation pour les toutes petites entreprises privées ou pour les PME. Les TPE et les PME, vous n'avez pas de nationalisation du tout. Vous avez des coopératives qui se développent, plus ou moins volontairement. Ou alors, on peut très bien exproprier un patron qui fait n'importe quoi et donner le pouvoir à ses employés. Mais ça se ferait, par exemple, avec des comités d'entreprise pour que les travailleurs aient une organisation pour gérer l'outil de production. Voilà. Donc voilà. Là, on a parlé des... Ah, j'ai oublié un truc, oui. Les multinationales. Évidemment, est-ce qu'on peut nationaliser ou coopérativiser les multinationales ? Alors déjà, on peut faire du protectionnisme pour diminuer leur influence. Revenir à une monnaie nationale, nationaliser toutes les banques. Ah oui, ça c'est un secteur stratégique, les banques. Ça rentre dans les monopoles publics. Mais frapper monnaie. Mais comment dire, on va pas pouvoir nationaliser une multinationale. On va pouvoir nationaliser ses filiales en revanche. C'est-à-dire que tu peux pas c'est-à-dire que si son siège social est en France, tu nationalises son siège social, mais disons que le gros problème des multinationales, c'est que c'est des pieuvres et qu'elles ont leurs autres filiales à l'étranger. Mais voilà. Et l'autogestion coopérativisée au niveau mondial, c'est spontanéiste d'imaginer que ça se produit partout en même temps. Les ouvriers ne se déplacent pas si aisément que les bourgeois. Ils n'ont pas forcément le même accès aux avions, ou aux bateaux de plaisance, à la voiture. Ils ont les transports en commun quand ils peuvent payer qui peut quand même payer un ticket aujourd'hui, parce que malheureusement, comme c'est pas un secteur public ou un service public, vous payez votre ticket ou un abonnement. Moi, comme j'habite en ville, je paye un abonnement à la Stas. Je paye un abonnement au transport en public.
de transport public. Mais voilà, vous avez pas la même capacité à vous déplacer. Donc il faut quand même penser à la nation à gauche, parce que les prolos sont ceux qui savent. Les prolos sont beaucoup plus attachés à la patrie d'une certaine façon, parce qu'ils n'ont pas la même capacité que les bourgeois à se déplacer dans d'autres pays. Donc pour une révolution mondiale comme voulaient les trotskistes, ou pour une abolition des frontières comme le voudraient les anards et autres gauchistes décérébrés, désolé d'être un peu méchant, mais il faut, pour que ça fonctionne vraiment et qu'il faut rentrer en communication, il faut se déplacer, et ça c'est pas à la portée du prolo moyen en fait, de se déplacer aussi vite, aussi facilement en fait, aussi rapidement et aussi facilement. C'est la bourgeoisie qui est citoyenne du monde en fait, essentiellement. Le bourgeois n'est pas patriote, le capital est apatride par définition. Le grand capital est apatride. Le prolo, il est patriote en partie parce qu'il n'a pas le choix. Et dans notre partie parce que la nation, quelque part, le protège des risques de la mondialisation. Donc pour les multinationales, tout ce qui est filiale d'une multinationale, on le nationalise, on ne le coopérativise pas. On nationalise et on prend directement, on exproprie ces exploiteurs. Il faut exproprier ces exploiteurs pour garantir la souveraineté de la nation, et récupérer les capitaux, les locaux, les équipements, enfin tout ça, sont des traîtres. Donc on réquisitionne ce qui appartient au peuple. On rend justice et ça appartient à la nation. Ça garantit l'indépendance de la nation, si vous voulez. Le fait de... On ne peut pas nationaliser une multinationale dans une telle mesure parce que y a une partie des richesses qui sont malheureusement déplacées dans d'autres pays. On peut nationaliser en revanche toutes les filiales qui sont sur le sol national. D'un point de vue purement logique, si vous voulez. Moi, je voudrais bien nationaliser des choses qui existent. Je voudrais bien nationaliser des entreprises qui ont des filiales dans d'autres pays. En évitant qu'on soit impérialiste sur d'autres pays. Mais si on avait une république socialiste française, je voudrais bien que celle-ci nationalise des entreprises américaines et que tous les locaux de McDo qui sont aux États-Unis nous appartiennent, et qu'on en fasse des trucs, ou de McDo ou de Google ou de je sais pas quelle entreprise américaine à la con, et qu'on ait tous les équipements, tous les locaux, toutes les ressources qui sont sur leur sol. On peut même les transformer pour exporter la révolution aux États-Unis. On peut très bien faire du réformisme révolutionnaire, en faire des locaux de campagne. Pas besoin d'entrer en guerre avec les États-Unis qui sont une puissance nucléaire. Quoique, on a aussi l'arme nucléaire. Et on n'a pas à se soumettre à l'OTAN. Et on peut très bien avoir des boucliers anti-missiles. On peut très bien aussi s'allier avec les Russes contre les Américains, ou avec les uns contre les autres. Ou avec les Chinois contre les Russes, ou les Russes contre les Chinois. Ainsi, on récupère notre souveraineté. Et le meilleur moyen de récupérer notre souveraineté, c'est justement de nationaliser les grands moyens de production et d'échange, ainsi que d'avoir un fort secteur public, avec des monopoles publics sur tout un tas de secteurs stratégiques ou essentiels à la nation, de développer un modèle coopératif, de faire du protectionnisme, de récupérer notre souveraineté monétaire et frontalière, etc., etc. Donc cette façon de penser l'autogestion, la nationalisation, il faut qu'elle soit structurée, pensée, nuancée sur plusieurs échelles géographiques, administratives, et de façon à avoir un projet cohérent, construit et structuré. Et ça, c'est pas toujours le cas chez certains à gauche qui laissent beaucoup d'intervalles qui sont de vides conceptuels, qui sont rapidement utilisés par la bourgeoisie, qui sont rapidement utilisés par l'économie de marché, par le capitalisme, par les libéraux. Donc voilà, il ne faut pas crier des mots d'ordre, on va tout nationaliser, on va tout mettre en régime d'autogestion. Il faut les deux selon un modèle complémentaire, articulé, intelligent et structuré, pensé et réfléchi. Évidemment, je ne prétends pas avoir toutes les clés, mais je prétends quand même en avoir certaines, sur des choses qui me paraissent relativement de bon sens, dans la construction d'une économie socialiste,
collectiviste, communiste, si vous voulez. Mais voilà, on aurait un monde qui s'améliore si déjà en France, on pouvait mettre en place un système qui nationalise un certain nombre d'industries. Voilà. Et on aurait le développement d'une économie sociale et solidaire qui se ferait davantage au niveau des PME, TPE, des PME et TPE, si on éliminait au niveau macroéconomique tout ce qui est néolibéral et capitaliste, et puis capitaliste. Étape par étape, de façon méthodique, scientifique et structurée. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les nationalisations, l'autogestion. Sur ce, camarades, raison, égalité, solidarité, nous vaincrons. Et prenez soin de vous. Bye bye, ciao.